3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que ça va bien en ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour spécial dédié au best-of de live Twitch sur ma chaîne YouTube, en mode Crystal Ball. Mais avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, il faut que je vous parle des copains de TheBet, qui à nouveau sponsorisent cette vidéo. Si vous kiffez les paris sportifs et que vous ne connaissez pas encore TheBet, il va falloir vite remédier à ça, parce que là, pendant les playoffs NBA, c'est clairement the place to be. L'application, elle est belle, elle est intuitive, et pour faire son pari, c'est simple. On sélectionne son sport, ici le basket, puis la NBA, on sélectionne le montant qu'on met, et puis voilà, vous pouvez voir les gains que vous pouvez potentiellement remporter. C'est clairement pas compliqué, c'est un site qui propose des cotes super intéressantes, qui est super sérieux, et perso, je suis fier d'être l'ambassadeur de la NBA avec TheBet. Et ouais, dans cette grande équipe, je rejoins par exemple Omar Da Fonseca, qui lui est l'ambassadeur pour le football, et Bepiello, qui est l'ambassadeur pour la Formule 1. Rien que ça, je suis trop content d'être parmi eux. Et là, histoire que vous puissiez kiffer vos paris et que vous puissiez démarrer dans de super conditions, j'ai un bonus à vous offrir, et pas des moindres. Ouais, avec le code 6e homme, pour votre premier dépôt, vous pouvez doubler votre première mise en free bet, jusqu'à 100 € gratuits. C'est pas n'importe quoi, ça rigole pas. Pour les playoffs, il y a vraiment de bons coups à faire, et si vous voulez des conseils, suivez-moi, je donne mes pronostics tous les dimanches sur Instagram. Et si on ajoute à ça tous les bonus de fidélité que vous pouvez recevoir, à force de parier, il n'y a pas à dire. Avec TheBet, vous êtes complètement saucé. Creamy, thick, rich, and not broken. Par contre, moi, avant que vous vous enflammiez, j'ai un truc à vous dire. Déjà, il faut être conscient qu'il n'y a jamais aucun pari qui est sûr. Donc n'y allez pas les yeux fermés, réfléchissez un petit peu avant de faire n'importe quoi. C'est pour ça que c'est primordial de s'en rappeler. Les paris, c'est avant tout un moyen de s'amuser, un moyen de rajouter un petit peu de piment lorsque l'on suit un match, pas un moyen de devenir millionnaire. Donc on y va tranquille en misant que l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Et bien entendu, si t'es mineur, tu n'as rien entendu, parce que les paris sportifs, c'est complètement interdit pour toi. Alors tout ça, on le garde bien en tête, c'est essentiel, et moi, maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne chance avec TheBet et avec mon code promo. Mais bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour entendre parler de mes hot takes pour les playoffs, de mes unpopular opinions. Alors vous, quand vous verrez ça, on sera déjà mercredi, et vous aurez la chance d'avoir déjà vu 1 ou 2 matchs de playoffs qui vont complètement confirmer ou contredire mes prédictions. Moi, les sujets dont je vais vous parler, c'est mes grosses cotes, ceux que j'ai imaginés vendredi, la veille des playoffs, et on va voir ce que ça va donner. J'ai essayé de vous donner des prédictions plutôt risquées, mais personnellement, je crois qu'elles peuvent avoir lieu, donc soyez attentifs. Tout ça, de toute façon, je vous le développe un petit peu plus juste après, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti pour mes hot takes concernant les playoffs 2023 en NBA. Aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelais avant, donc là j'appelle ça mes hot takes, mais ce que j'appelais avant dans les vidéos anciennes, les unpopular opinions pour les playoffs. Donc hot takes si vous préférez, ou alors les grosses cotes. Les grosses cotes tout simplement, en français c'est aussi bien. En gros, il s'agit de faire des prédictions qui n'ont que peu de chances d'arriver, et de défendre mon point de vue, et de vous expliquer, ou de vous donner mes arguments qui justifient que cette prédiction, elle peut avoir lieu dans certaines conditions, et pourquoi j'y crois au moins un minimum. En gros, voilà ce que je disais, si on lit ça à des paris, c'est des grosses cotes, pour simplifier, sur lesquelles je pourrais mettre, allez, 1 €, mais 1 € qui pourrait m'en rapporter 10 ou 15, parce qu'a priori, il y a quand même peu de chances que ça arrive, ou en tout cas, au moment où je les ai réfléchis, vendredi dernier, il y avait peu de chances qu'elles arrivent. Là, par exemple, il y a quelques jours, on a un Kyle Kuzma, qui a fait son hot take, et qui disait que les Lakers iraient en finale NBA, et j'ai trouvé ça pas mal. Moi, effectivement, même si les Lakers, on sait qu'ils sont une grosse équipe, les Lakers, en finale NBA, ils sont pas favoris a priori, et même s'ils ont gagné le premier match là depuis face aux Grizzlies hier soir, c'est tout à fait le genre de prédiction que j'aurais pu faire aujourd'hui dans mes hot takes. Mais bon, j'allais pas lui voler son unpopular opinion, en tout cas son hot take avec Kyle Kuzma, donc même si celle-là j'aurais pu y penser, j'ai décidé de vous en proposer 6 autres, que je vais vous présenter, comme je fais à chaque fois, et perso, je me rends compte que je prends des risques, mais c'est le jeu, et j'aime bien ça. Moi je trouve que de toute façon on est là pour rigoler aussi à chaque fois, et c'est l'idée, et puis voilà, moi je me dis, si on est lucide, si on a seulement 1 sur 6 qui passe, et qui prend, qui a lieu, je me dis que ce serait pas loin d'être une dinguerie, 1 sur 6, moi c'est mon objectif, et si je fais plus que 1 sur 6, si vous voulez, vous m'appellerez Nostradamus. Non, bien sûr je plaisante, mais c'est l'idée qu'on rigole, et qu'on rigole à moitié en fait, parce que on rigole parce qu'il y a peu de chances que ça arrive, mais je vous explique pourquoi j'y crois au moins un minimum. Et vous, votre rôle, parce que vous allez avoir un rôle, moi ce que j'aime dans ces lives, c'est quand c'est interactif, ça va être de me dire à
à chaque fois si vous pensez qu'effectivement c'était quelque chose de risqué, qui a que peu de chances d'arriver, ou alors si vous pensez que non, c'est pas un hot take parce que ça a grande chance d'arriver. De toute façon, moi je vais essayer de vous convaincre en vous donnant mes meilleurs arguments pour vous dire que ça peut arriver. Donc voilà, ça va être le sondage à chaque fois que je vous en présenterai. On fera le bilan à la fin du live pour voir, pour vous en tout cas, quelles sont mes prédictions les plus risquées et quelles sont les moins risquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que j'abordais tout à l'heure. Ces hot takes, pour que ça ait du sens, je les ai fait avant les playoffs. Je les ai choisis vendredi. Donc il n'y avait pas encore eu un seul match qui était fait. Et moi je trouvais que ça avait beaucoup plus d'intérêt plutôt que de m'inspirer de ce qui avait déjà été fait. Donc vous, et puis moi aussi maintenant, même si je suis pas revenu sur mes hot takes, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on a eu la chance de voir au moins un match par équipe pour les juger. Et ceux qui verront le best-of sur YouTube mercredi, ils auront même vu 2 matchs pour certaines teams. Mais et justement, ils auront encore plus d'éléments pour voir si ces hot takes peuvent arriver ou n'ont plus aucune chance d'arriver. Mais je trouve ça encore plus fun en fait. Donc voilà, j'ai réfléchi, est-ce que je dois les changer en fonction de ma première vision sur les playoffs parce qu'il y a des trucs qui ont changé un petit peu. Je me suis dit que non, il fallait les garder tels quels. Peut-être qu'il peut y avoir des renversements de situation parce que oui, c'est sûr que les premiers matchs des playoffs nous ont donné des tendances que j'avais pas forcément quand je les ai choisis, qui peuvent soit confirmer, soit infirmer mes propositions. Mais tout ça, j'assume. La réalité d'un match ou même de 2 matchs, c'est pas non plus celle totale d'une série, c'est encore moins la réalité totale des playoffs, parce que tout peut encore changer, donc voilà, j'ai gardé mes hot takes, je vais vous les présenter, je vais vous les argumenter, et puis moi j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, donc on va y aller. Alors mon premier hot take, comme vous pouvez le voir, c'est les Grizzlies vont choke au premier tour. Et donc pour moi, oui, c'est un hot take qui est présent, et surtout qui indirectement implique les Lakers, vu que c'est les adversaires des Grizzlies au premier tour. Bon, là on a vu le match de dimanche soir déjà, qui nous a montré que les Lakers ont pris le match 1, ce qui confirme ma prédiction et qui la rend un peu moins hot, un peu moins unpopular. De plus, on a la blessure de Ja Morant, qui pourrait rendre cette prédiction beaucoup moins risquée que ce qu'elle l'était vendredi quand je l'ai faite. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de l'assumer, j'ai décidé de la garder. Ceux de YouTube en plus qui verront le best-of mercredi, ils auront même le match de mardi soir pour encore avoir un meilleur aperçu. Si à ce moment-là, les Lakers mènent 2-0 parce qu'ils ont gagné 2 fois à l'extérieur, ce hot take n'aura plus rien de hot. Mais tant pis, c'est le jeu, je garde ce que j'avais prédit avant les playoffs et je confirme et je vais même l'argumenter. Donc pourquoi pour moi c'est un hot take malgré tout ça? Tout simplement parce que quand même, il faut se rappeler que Memphis a fait super bonne figure en playoff l'an dernier, en allant jusqu'au match 6, au deuxième tour, face aux futurs champions qu'allaient devenir les Warriors. Mais qu'en plus de ça, c'est pas tout. Cette saison, ils ont réalisé une super campagne en terminant 2e à l'ouest et en montrant toute la saison que malgré toutes les difficultés qui ont été rencontrées dans l'effectif, malgré toutes les absences aussi, le drama de Ja Morant, les absences de Jaren Jackson Jr., de Steven Adams, on avait un Taylor Jenkins, de Brandon Clark aussi que j'allais oublier, mais je disais on avait un Taylor Jenkins qui arrivait toujours à trouver des solutions dans son effectif, en responsabilisant les jeunes, en leur taillant un costume sur mesure, et en continuant de gagner des matchs. Moi c'est ça que je trouve fort chez Taylor Jenkins, on a l'impression que quels que soient les joueurs qu'il va mettre sur le terrain, il y a cette mentalité next man up, et ces mecs vont réussir à briller, parce qu'ils ont un coach qui leur fait confiance, même s'ils ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils vont répondre présent, et c'est ce que j'apprécie chez ces Grizzlies, et c'est ce qui fait leur force, finalement, et c'est ce qui leur a permis de finir avec le seed 2 dans la conférence Ouest, et forcément, quel que soit l'adversaire en face, la logique doit dire que ils vont faire un gros parcours au vu de la saison qu'ils viennent de réaliser. Et pourtant, moi je me dis que mon hot take c'était ça, qu'il y a un monde où ils vont choke au premier tour. Et puis je dis bien choke, je dis pas seulement qu'ils vont se faire éliminer par les Lakers, non, je pense qu'ils peuvent se faire bouffer en 4, 5... 6 matchs max, mais non, pour moi mon hot take ce serait plutôt en 4 ou 5 matchs dans une série où finalement ils verraient quasiment pas le jour. Et ça je me dis que finalement c'est un peu hot pour un site tout que représenteraient les Grizzlies. Donc maintenant que je vous ai expliqué pourquoi moi je trouvais que c'était un petit peu unpopular, pourquoi c'était une grosse cote, maintenant je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça peut arriver. Mais pour moi il y a plusieurs éléments, et le premier, en tout cas le plus important qui me vient, c'est la blessure de Steven Adams, le seul vrai vétéran de l'équipe selon moi, et qui a une importance primordiale dans ce dispositif de Memphis. On en parlait avec Kevin Séraphin dans la vidéo de samedi. Pour aller loin en playoff, la présence de vétérans sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Bon alors Steven Adams il sera dans le vestiaire, mais sur le terrain elle est vraiment essentielle pour calmer le jeu, pour justement quand il y a besoin, quand il y a besoin de quiétude, de sérénité, pour justement remettre tout le monde à sa place et essayer de faire des choses. Et quand je vois la jeunesse des cadres à Memphis, leur côté parfois immature, pas facile à contrôler, je pense à des Ja Morant bien sûr, mais aussi à des Dillon Brooks et à pas mal de joueurs de cette équipe, je me dis que la sagesse de Steven Adams face à une team des Lakers qui elle grouille de vétérans, et surtout elle a vécu tout plein de choses, ça pourrait manquer fort.
En fait, moi j'ai regardé un petit peu les stats, et depuis le 23 janvier, c'était la date de la blessure de Steven Adams, on a des Grizzlies qui affichent un bilan de 20 victoires pour 16 défaites. Donc ok, c'est pas catastrophique, n'empêche qu'il y a eu une grosse chute de rythme par rapport au début de la saison, et qu'elle était bien visible cette chute. Et pour moi, alors qu'on sous-estime sa présence, Memphis, c'est pas du tout la même équipe sans Steven Adams, et encore moins si tu enlèves Brandon Clark, qui lui aussi apportait pas mal de choses dans la raquette. Et donc heureusement que l'équipe a su trouver des ressources pour gagner 7 matchs de suite en mars, parce que sans ça, on parlerait d'un bilan encore plus compliqué sans Steven Adams. Et puis plus que sa sagesse et son impact de vétéran, moi je trouve que le Néo-Zélandais, il apporte des choses qui sont essentielles dans le jeu aussi, c'est pas juste sa parole dans le vestiaire qui compte. Et ça, c'est peut-être pas assez apprécié à sa juste valeur, parce que lui, il fait essentiellement le travail de l'ombre, mais déjà, quand on regarde sa dureté, quand on regarde les coups qu'il met, quand on regarde les rebonds qu'il prend, quand on regarde sa combativité, son placement, sa science défensive, les deuxièmes chances qu'il offre aussi sur des rebonds offensifs, ou les solutions qu'il apporte en attaque au dunker spot, parce que lui aussi, il crée des solutions en se positionnant bien comme il faut, avec sa science du jeu. Mais je me dis que tout ça, c'est essentiel dans une équipe qui veut avoir des ambitions en play-off. Et donc si on ajoute à ça sa capacité à poser d'énormes écrans, qui ouvrent tout plein de couloirs à Ja Morant, même si là, on connaît pas la gravité de sa blessure à la main, et on sait pas si justement il va pouvoir profiter de ses couloirs, ça en fait des choses qui potentiellement vont manquer sans Steven Adams, et ont même manqué au match 1, j'ai trouvé. Donc bien sûr que derrière, je le disais, Jenkins, il va trouver des solutions, il a David Roddy, il a Santi Aldama, il a Xavier Tillman, et même Kenneth Lofton Jr. là qui vient d'être signé pour les playoffs. Mais tous ces gars, même si j'ai confiance en Taylor Jenkins pour justement leur tailler un costume sur mesure, ils sont quand même très très jeunes, et j'ai peur que la raquette de Memphis, encore plus comme je disais avec l'absence de Brandon Clark, puisse montrer beaucoup de trous, et tout ça ça risque de manquer pendant ce premier tour. En face, ils vont avoir affaire à Anthony Davis qui, s'il reste en bonne santé, là, qui se pète pas le bras quand il se fait frôler, là j'ai pas compris ce qui s'est passé au match 1, pourrait faire vraiment de gros dégâts face à cette équipe des Grises, et ça encore, ça s'est vu sur ce début de playoff. Lui, il a une forme qui est assez grandiose actuellement, il a été joueur du mois à l'Ouest en mars, il faut s'en rappeler. Là, il commence fort, je trouve, et j'ai peur que si le Bro se déchaîne comme il est capable de le faire, Memphis n'ait pas vraiment de réponse. Donc bien sûr, après les Grizzlies ont d'autres armes, mais les Lakers aussi, et vu toute la sérénité que peut apporter Adams, j'ai peur que après peut-être 1 ou 2 défaites, on ait une équipe des Grizzlies qui s'effondre complètement, et encore plus maintenant qu'on sait que Ja Morant peut avoir des soucis avec sa main. On l'a vu cette saison, ok, cette équipe elle est pleine de jeunes loups, ou de jeunes nounours peut-être, ou de jeunes Grizzlies qui sont super talentueux, mais ces mecs là ils ont besoin d'être cadrés, et là en l'état, je vois pas vraiment quel joueur sur le terrain va pouvoir apporter des certitudes de ce côté là, et même si j'adore Taylor Jenkins, je me dis que ces Grizzlies ont le profil parfait pour exploser en plein vol à la première difficulté, donc ça peut être compliqué pour eux. Maintenant la clé, je pense que c'est d'arriver à maintenir un jeu et un tempo rapide sur l'intégralité d'un match, et même l'intégralité d'une série, pour user les Lakers et essayer de rivaliser. Ça pourrait le faire, vraiment, je pense que ça peut être une clé, mais sans ça, en se faisant trop bouffer dans la raquette, si les Lakers imposent leur rythme comme ils sont en train de le faire, j'ai peur de les voir choke très vite. Donc après, leur clé vraiment, ça peut être de les user et de réussir à gagner des matchs. Mais si c'est une série courte qui se joue, si les Lakers gagnent les 2-3 premiers, je pense qu'ils feront pas long feu, ces Grizzlies. Donc c'est mon hot take, et voyons maintenant s'il peut prendre place dans ces playoffs. Mon deuxième hot take, on enchaîne avec celui-ci, qui me semble bien compliqué finalement, surtout après le match 1 qu'il a fait, parce que je dis bien qu'à la fin de la post-season, en tout cas c'était mon avis vendredi, j'y crois de moins en moins, mais je vais l'assumer, et je me dis que ça peut toujours arriver, Trae Young finira meilleur marqueur de ses playoffs. Je dis pas meilleur marqueur de la série, du premier tour, ou du match-up face aux Celtics, encore moins juste meilleur marqueur des Hawks, mais non, bien meilleur marqueur de tous les playoffs, devant des gars comme Joel Embiid, qui était meilleur scoreur de la saison, ou Tatum, ou Giannis, ou Donovan Mitchell, ou Kawhi Leonard, et donc voilà, meilleur scoreur des playoffs, et ça j'avoue que je suis peut-être allé un petit peu loin. Alors pourquoi ça me semble risqué de miser là-dessus? Vous vous en doutez, parce que tout simplement la saison de Trae Young, elle a été très compliquée individuellement, notamment au niveau de l'adresse. Ça faisait des années qu'il avait pas eu des pourcentages si bas. Son association avec des jeunes Témérés, on l'a vu, elle a pas vraiment porté ses fruits. En termes d'automatisme sur le terrain, c'était compliqué, et pendant une bonne partie de cette campagne, Young n'était vraiment pas au niveau attendu, et surtout il avait pas l'air de vouloir se remettre en question. Finir 10e meilleur scoreur de la saison, c'est bien pour un Trae Young, mais c'est quand même loin du top 1 des playoffs comme je me l'imaginais vendredi. Si vous l'avez élu d'ailleurs dans vos déceptions, dans le top 3 des déceptions de la saison, quand j'ai fait mon live sur les awards de fin d'année la semaine dernière, c'est pas pour rien. Ça montre bien que Trae Young
a déçu et était pas du tout au niveau attendu. De plus, comme je disais, sur son match 1, et ça va l'handicaper pour ce hot take là, il a mis que 16 points, à 5 sur 18 au tir, et ça déjà, ça met d'immenses bâtons dans les roues, je crois, à ma prédiction. Mais pourtant, allez, je vais aller jusqu'au bout et je vais continuer à assumer parce que c'est ce que je pensais. Et je me disais qu'il y avait un monde où le meneur, oui, pourrait terminer meilleur scoreur de tous ses playoffs. Donc je dis pas que Atlanta va battre Boston avec ça au premier tour, hein. Ça c'est pas collectif. Moi c'est vraiment individuel ce que je veux dire, parce que ça, j'y crois moyen, Atlanta qui bat Boston. On verra, mais j'y crois moyen. Je dis juste que en termes de scoring, Trae Young a les capacités de tout péter, et même si ça dure que pour un tour. Alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il va pouvoir se transformer, se retrouver par rapport à ce qu'il a montré en saison et exploser tous les compteurs, malgré tous les signaux qui sont, faut le dire, peu encourageants, voire complètement au rouge? Et bien tout simplement parce que même si ça se voit pas forcément beaucoup dans ses stats à Young, qui a même baissé au scoring, depuis le licenciement de Nate McMillan et l'arrivée de Quinn Snyder, Trae Young je le trouve mieux dans sa tête, son attitude sur le terrain semble plus positive, son langage corporel il va plus dans le sens des Hawks, et l'alchimie de l'équipe vraiment elle a l'air meilleure. On l'a vu en play-in où justement cette équipe avait l'air soudée à la fin du match. J'avais pas vu ça de la saison, là ils se sont tapés dans la main, j'ai vu des sourires, j'ai vu un Trae Young en cohésion avec tous ses coéquipiers, et lui, il l'a déjà dit en saison, en fait il l'avait dit l'année dernière, en saison il peut s'ennuyer un petit peu, et il attend les playoffs pour tout péter, même si l'an dernier c'est vrai que face à Miami il l'a pas beaucoup montré, et donc ça non plus il l'a pas montré lors du Game 1 là, face aux Celtics, mais peu importe, je me dis que après toutes les critiques qu'il a reçues l'an dernier après sa post-season, et qui ont continué à prendre place pendant toute cette saison régulière, on a un meneur qui peut revenir justement à partir du match 2 potentiellement, ceux qui verront le best-of sur YouTube auront déjà une idée, mais qui peut revenir avec le couteau entre les dents, avec une volonté de prouver et de montrer que parmi les scoreurs, il fait toujours partie de l'élite de la ligue, en faisant 1, 2, 3 gros cartons dans la série pour essayer de remonter sa moyenne après son premier match à 16 points. On le sait, de toute façon, Young c'est un gars qui marche à la confiance, qui adore être détesté, puis fermer des bouches ensuite, et là il suffirait peut-être d'un déclic lors du match 2 pour que ensuite il prenne complètement feu dans cette série face à Boston, et moi je me dis que oui, il va falloir qu'il sorte les doigts de toute façon au bout d'un moment, parce que sinon il va quand même ternir sa réputation. Donc ouais, je le vois bien prendre les commandes de cette attaque à Atlanta, faire une ou deux grosses perfs, vraiment, et avec de grosses séries de shoot, évidemment, parce que c'est le jeu de Trae Young, et donc c'est sûr que c'est pas facile à faire face à la défense de Boston, c'est ce qui rend mon hot take encore plus risqué, c'est certain, mais là ce qu'on sait, c'est qu'on a un Marcus Smart qui est un petit peu diminué par une blessure au cervical, on a un Jaylen Brown qui s'est ouvert la main un petit peu avant les playoffs, et même si tous les deux peuvent jouer, ils sont peut-être pas non plus tout à fait à 100%, même si on l'a vu au match 1, on a un Derrick White qui a fait un très très bon taf sur Trae Young. Donc ces éléments, ils peuvent un petit peu, au moins, je me dis, ouvrir la voie à Trae pour la suite de la série. Donc, lui qui avait été excellent sur son dernier match face à Boston en saison régulière, avec 35 points et 13 passes. Ça montre que oui, il est capable de trouver des solutions quand il se sort les doigts face à la défense de Boston. Et donc, même si à mon sens, ça suffira peut-être pas pour passer un tour, je me dis peut-être que le meneur peut vraiment redresser la barre et qu'avec une ou deux grosses perfs dans cette série, faudra voir jusqu'en combien de matchs elle va, et il pourrait finalement titiller les 30 points par match, pourquoi pas, et pourquoi pas, en étant autour de 30, 31, je sais pas, entre 29 et 32, finalement, terminer meilleur scoreur de cette post-season. C'est mon hot take, il est super risqué, j'en suis conscient, surtout au vu du match 1, mais allez, il faut que je le défende, j'y crois encore. Mon troisième hot take, c'est que les Knicks vont faire un super parcours. Et donc, si c'est un peu flou de parler super parcours comme ça, je vais essayer de préciser, en tout cas, ce que j'entends, moi, par super parcours. Parce que les Knicks, on les connaît. Il y a 2 ans, ils ont échoué lors du premier tour face aux Hawks, ça a été une grosse déception. Et l'an dernier, ils ont participé ni au play-off, ni au play-in, et donc, difficile quand même d'avoir d'énormes espoirs les concernant, d'autant plus que là, dès le premier tour, ils vont devoir affronter, en tout cas, ils ont commencé même à affronter les Cavs, qui sont la meilleure défense de la ligue, et forcément ça pourrait leur créer pas mal de problèmes, surtout qu'en ayant terminé avec le seed 5, les New-Yorkais ils ont pas l'avantage du terrain dans cette série, sauf qu'ils l'ont pris maintenant au premier match, mais en tout cas à la base de cette série ils avaient pas l'avantage du terrain. Et là en fait, même si cette saison, moi je suis conscient du fait que les Knicks ont montré de très belles choses, et j'ai beaucoup apprécié la saison des Knicks, il faut être conscient qu'ils ont un pace plutôt lent, et leur souci, à mes yeux en tout cas, c'est la difficulté qu'ils ont généralement à mettre des paniers faciles, vu que leur jeu offensif, il se base essentiellement sur l'ISO, et il dépend beaucoup du talent des joueurs. En fait,
avec ça, je me disais, en tout cas, et même je me dis toujours, ça peut toujours être le cas dans cette série, marquer des points face à ces Cavaliers, mais ça peut s'avérer compliqué pour ces New-Yorkais. C'est même un euphémisme. Et de l'autre côté du terrain, en plus, il va falloir stopper Donovan Mitchell, qui après ses playoffs complètement ratés l'année dernière, son but là, c'est de revenir dans sa nouvelle équipe en feu pour montrer que lui, c'est toujours un très bon joueur de post-season et qui a plein de bouches à fermer. Il a d'ailleurs montré avec son match 1 où il a mis 38 points, je crois, de mémoire. Et donc pourtant, malgré tout ça, mon hot take, malgré la bonne rivalité, en tout cas la bonne adversité qu'ils vont avoir avec les Cavaliers et qu'ils ont avec les Cavaliers au premier tour, c'est que les Knicks vont faire un super parcours. Et ça, attention, ça veut pas juste dire battre Cleveland et aller au deuxième tour, eux qui, comme je disais, ont déjà remporté le match 1 au moment de ce live. Non, ça veut dire que au moins ils vont devoir, même s'ils échouent, faire très bonne figure au deuxième tour, que ce soit contre les Bucks ou contre le Heat, et que les Knicks pourraient potentiellement rencontrer au round 2. A priori, ce sera les Bucks qui sont favoris, mais là on n'en sait rien vu que le Heat a gagné le match 1 aussi, et que cette série, d'autant plus si Giannis Antetokounmpo est blessé et que c'est grave, pourrait complètement changer de visage. Mais peu importe. Et dit comme ça, et surtout quand on ne connaissait pas la blessure de Giannis Antetokounmpo avant, se dire que les Knicks pourraient aller peut-être aller en 6 matchs ou en 7 matchs au deuxième tour, voire peut-être aller en finale de conférence, moi ça me semblait être un vrai hot take, ça me semblait peu probable, et ça me semble toujours assez peu probable aujourd'hui. Alors pourquoi je pense qu'il y a un monde où ça peut arriver? Eh bien déjà parce que cette équipe, c'est plus la même que ces 2 dernières années. Désormais, je trouve qu'ils ont réussi à construire un vécu collectif qui est plus important. Il y a certains jeunes joueurs qui ont progressé, là je pense à Quickley, je pense à Grimes aussi, que j'aime beaucoup, mais surtout, et ça change beaucoup de choses, on a une équipe qui a réussi à faire venir Jalen Brunson l'an dernier, et que je vous ai mis sur le visuel, c'est pas par hasard. L'ancien meneur des Mavs, là, je trouve que dans son rôle de co-franchise player avec Julius Randle, il m'a impressionné pendant toute la saison, et même lors du premier match des playoffs, tant il est capable de jouer un basket qui est propre, qui est juste, qui est efficace, avec une intensité et avec une dureté qui fit, je trouve, parfaitement avec cette Knicks culture, avec le Madison Square Garden et même avec Tom Thibodeau. Et puis on l'a déjà vu l'an dernier avec Dallas, les playoffs à Jalen Brunson, c'est son moment. C'est le genre de gars qui peut clairement prendre ses responsabilités, qui peut prendre les Knicks sur ses épaules, qui peut élever son niveau de jeu aussi pendant la post-season, et c'est ce que j'attends de sa part, et c'est ce qu'il a déjà montré lors du match 1. Et puis, vu que jusque-là, mes attentes, il les a complètement surpassées cette saison, j'en attendais beaucoup de Jalen Brunson pourtant avec son arrivée au Knicks, mais il a fait bien plus que ce que j'imaginais, lui qui en plus de ça peut être ultra clutch, on l'a encore vu samedi, mais je me dis qu'il pourrait continuer sur la même voie pendant tous les playoffs. Donc de plus, oui, on le sait, les Knicks, ils vont pas beaucoup en contre-attaque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils pratiquent beaucoup l'ISO, donc ça pourrait être un problème. Néanmoins, dans cette ambiance playoff, où on sait que les défenses sont souvent la part belle, où on a aussi un rythme qui est plus lent, mais finalement, ça pourrait peut-être leur convenir un petit peu mieux qu'en saison à ces New-Yorkais. Surtout qu'on le voit, moi je trouve que dans ce rythme-là, la circulation de balles, même si deux, trois fois, oui, il y a des passes qui partent dans les tribunes, que R.J. Barrett fait encore des erreurs, mais je trouve que la circulation de balles est plutôt bonne, et bien souvent, l'alternance en fait entre l'intérieur et l'extérieur, je la trouve assez excellente, avec un ballon qui passe souvent dans la raquette, des shooters qui arrivent très bien à se placer, puis à prendre leurs responsabilités pour recevoir des kick-out en provenance de justement des joueurs qui vont fixer les défenses et attirer les défenses dans la peinture. Donc ça, moi ce que je me disais, c'est que ce jeu-là, avec des Cavs qui ont une très bonne défense intérieure, avec Jarrett Allen et Evan Mobley, qui je vous le rappelle, Evan Mobley, moi c'est mon chouchou pour remporter le Depoy, on va avoir la réponse là, et j'ai hâte de savoir, en tout cas c'est mon Depoy à moi, même si je suis pas sûr que la NBA le choisisse, mais ça c'est encore un autre débat, mais je me dis justement que ce mouvement du ballon, en attirant vraiment ces défenseurs et en les fixant à l'intérieur pour les obliger à ressortir derrière, ça peut les prendre de vitesse et ça peut les mettre en difficulté, ces Cavaliers. Et je pense qu'un coach comme Thibodeau, qui est bien plus expérimenté que Bickerstaff en plus, pourrait finir par trouver des failles face à Cleveland, même si Cleveland est la meilleure défense de la ligue cette saison. Donc c'est vrai, après on le sait, Tibbs on peut le critiquer, c'est pas non plus forcément le roi des adaptations, mais j'aime bien qu'il possède plusieurs solutions dans ses line-up, dans son banc aussi. Moi je pense à un Immanuel Quickley par exemple, qui a terminé sa saison en trombe et qui à lui tout seul, quand il est chaud, peut dynamiter toute une défense et faire vraiment très mal à ses Cavaliers. En plus de ça, c'est encore un autre débat, je trouve qu'il a vraiment progressé en défense et j'aime beaucoup ce qu'il fait, Quickley par exemple. Et ça, quand on ajoute Grimes aussi, quand on ajoute Topin aussi, qui peut faire quelque chose quand il a du temps de jeu, Jericho Sims qui peut être vertical, un Mitchell Robinson qui finalement mûrit de plus en plus, même s'il a encore du taf à faire, je trouve que cet effectif des Knicks, il a quand même de la gueule. Donc j'apprécie aussi également, il faut le noter, que même si New York
a pas l'avantage du terrain dans cette série, mais ils sont dans le costume de l'outsider, de l'équipe qui a pas de pression, qui a rien à perdre car elle est pas favorite, et pour moi, en tout cas pour ces New-Yorkais qui des fois doivent subir la pression du Madison Square Garden, c'est peut-être un petit peu la position idéale pour espérer voir des joueurs qui vont jouer librement, qui vont sans trop de pression, sans se poser de questions, et qui finalement pourraient aller loin dans ces playoffs en tout cas, c'est ce que j'imagine. Donc ouais, même sans l'avantage du terrain au premier tour, même sans l'avantage du terrain peut-être au deuxième tour, je trouve qu'en termes de mentalité, de dureté, et même plus globalement de construction d'effectifs, les Knicks peuvent posséder de très très bons arguments pour ces playoffs, et ça non seulement, comme je disais, ça peut leur permettre de battre les Cavs, ça c'est mon premier hot take, mais aussi de faire au moins beaucoup douter l'équipe qui rencontreront au deuxième tour, que soit le Heat et les Bucks, et pourquoi pas même aller jusqu'au final de conférence, hein, on n'en sait rien, même si je veux pas non plus complètement me mouiller à ce point, je me dis que ça peut même arriver jusque là. Ces New-Yorkais, moi j'ai l'impression qu'ils disposent de beaucoup trop d'envie pour se laisser éliminer comme ça dans une série en 7 matchs, voilà pourquoi c'est mon troisième hot take, je pense que ces Knicks peuvent vraiment faire bonne figure, au moins jusqu'au deuxième tour, en allant jusqu'en 6 ou 7 matchs, et donc de réaliser un super parcours par rapport à ce qui est habituellement attendu d'un seed 5, comme le sont les Knicks cette année. Allez, mon quatrième hot take, et on va parler d'un sujet épineux encore, parce que je dis que cette année, les Sixers vont taper les Celtics au deuxième tour, donc parce que s'ils se rencontrent, c'est au deuxième tour. Parce que ouais, si beaucoup de monde parle de faire revivre cette rivalité entre les Sixers et les Celtics des années 80, mais la vérité c'est que cette rivalité, c'est dur de dire qu'elle existe encore, parce que comme l'a très bien dit Joel Embiid, à chaque fois qu'il y a une confrontation entre Boston et Philadelphie, ça finit pareil, c'est les Celtics qui gagnent, et c'est vrai que si on regarde un petit peu le passé, c'est très difficile de contredire ça. La dernière fois que j'ai regardé, et ça m'a fait halluciner, mais c'est vrai, la dernière fois que les Sixers ont sorti les Celtics en playoff, c'était en 1982, alors que pendant ce temps, Boston, eux, ils se sont pas privés pour éliminer les Sixers à 5 reprises en playoff, et les 2 dernières fois, c'était pas récent, Joel Embiid était déjà là, c'était en 2018 et en 2020. Donc voilà maintenant de très longues années que les Celtics sont au-dessus des Sixers. Et malgré la proximité géographique qu'il y a entre les deux villes, oui, il y a peut-être une sorte de petit derby, et encore, c'est quand même difficile de parler de réelle rivalité entre ces deux équipes, tant il y en a une qui a le dessus sur l'autre. Et puis, même cette saison, finalement, ça s'est vu. Sur 4 confrontations entre ces deux équipes, Boston s'est imposé à 3 reprises, même si une fois ils ont eu chaud aux fesses sur cette espèce de buzzer beater de l'autre bout du terrain de Joel Embiid qui a été refusé à quelques dixièmes près, mais peu importe, parce que les résultats sont là. Philadelphie a gagné qu'une seule fois, et pour que Philadelphie gagne, il a fallu un Joel Embiid énorme à 52 points, qui a porté son équipe, clairement, de la tête et des épaules, malgré la présence de Al Horford qui souvent, quand même, il faut le dire, arrive à le gêner, Joel Embiid, mais ce jour-là, on a un Joel qui l'a explosé. Donc ouais, si les Sixers sortent les Celtics cette saison, oui, ça peut paraître improbable quand on observe l'historique, et donc encore plus quand on connaît l'ascendant psychologique que, évidemment, possède les 6 face aux Sixers. Moi j'ai l'impression que forcément, avec le temps, cette équipe de Boston est vraiment rentrée dans la tête des joueurs de Philly. Ouais, ce serait, pour moi, ça reste un hot take. De plus, pour que les Sixers sortent Boston, il faudra que les deux équipes passent le premier tour déjà. Et même si toutes les deux sont favorites pour passer leur premier tour, même si toutes les deux ont gagné leur premier match là au moment du live, ça fait quand même une incertitude supplémentaire qui rend ma prédiction encore plus osée. Si les Celtics sortent contre les Hawks au premier tour, ce hot take ne prendra pas lieu. Si les Sixers sortent contre les Nets au premier tour, ce sera pareil. Cependant, je me dis que oui. Voilà, malgré toutes ces incertitudes-là, malgré la difficulté et l'incertitude de cette prédiction, cette année, ça peut être la bonne. Pourquoi ? Parce que pour la première fois depuis longtemps, tous les cadres des Sixers semblent en bonne santé. Et j'imagine que la semaine de repos là, à laquelle ont eu droit les Sixers, vu qu'ils n'ont pas fait le play-in avant d'entamer les hostilités, a pu faire du bien, notamment au tendon d'Achille de James Harden, que j'ai trouvé très bon pour son premier match. Un Embiid à 100% de ses moyens, et un Harden qui est en bonne forme physique, je trouve que ça fait maintenant des années que Philly a pas eu de tels atouts dans sa poche au moment des playoffs. Si on ajoute à ça la très bonne progression de Tyrese Maxey depuis 2 saisons, et notamment cette saison, même s'il a connu un petit coup de mou, mais aussi les très bons apports, et ça je trouve qu'ils sont essentiels, que représentent PJ Tucker et DeAnthony Melton, notamment d'un point de vue défensif, mais aussi pour mettre quelques triples. PJ Tucker dans le corner, DeAnthony Melton peut créer aussi, pendant qu'on a un Tobias Harris qui lui s'épanouit de plus en plus dans son rôle de couteau suisse, et je me dis que ouais, sur le papier, cette équipe elle est belle, et elle semble disposer de toutes les pièces nécessaires pour être un contender quand même. Donc le seul souci, je vous vois venir, vous allez le dire, c'est le coach, c'est Doc Rivers, c'est ça, je l'entends souvent, et à juste titre d'ailleurs, on peut pas mentir quand on voit les chocs qu'il a subi dans sa carrière, notamment du côté des Clippers. Sauf que là, mine de rien, je trouve que cette année,
peut-être qu'il va te choquer encore, hein, mais je trouve que cette année, il a vraiment le respect de son équipe. Je trouve qu'il a su aussi remettre des choses en question. Il s'adapte mieux. Il a fait des modifications dans son 5 en fonction de ses adversaires cette saison. Il a profité aussi des précieux conseils tactiques de ses assistants. Et je trouve qu'on a bien recruté autour de lui, hein, avec Dave Jurger, avec Dan Burke, qui est spécialiste de la défense, avec Sam Cassell aussi, qu'il y a pas mal d'équipes qui veulent en tant que head coach l'année prochaine. Donc je me dis que c'est pas la panacée, c'est sûr, hein, quand l'esprit tactique vient autant des assistants, mais est-ce qu'on a autant de certitude finalement du point de vue du coaching à Boston? C'est sûr qu'en termes de vécu collectif, on a des Celtics qui ont l'avantage, vu qu'ils ont fait les finales l'année dernière et que Philadelphie n'a jamais passé un deuxième tour, et qu'ils ont même largement progressé, hein, dans leur effectif en ajoutant Malcolm Brogdon à leur roster. Mais pour ce qui est du coach Joe Mazzulla, qui découvre cette saison la première fois les playoffs en tant que numéro 1 au coaching, c'est dur d'être certain de quoi que ce soit quand on a des séries qui grimperont en intensité. Et Doc Rivers, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra le critiquer autant qu'on veut. Lui, il sait à quoi il faut s'attendre dans une série de playoffs. Donc je trouve également qu'à Boston, on a une équipe qui dépend pas mal de son adresse. Du côté des Sixers, il semble y avoir pas mal d'éléments pour limiter ça, hein, finalement, avec un Melton qui court bien autour des shooters, un PJ Tucker qui peut défendre à l'intérieur, mais aussi sortir quand il y a besoin, et finalement une défense qui peut être assez mobile, et dans le secteur intérieur, c'est pareil. Même si on a un Al Horford qui nous a fait des playoffs de dingue l'an passé, il vieillit, tandis qu'on a un Robert Williams qui cette saison encore a dû pas mal composer avec les blessures, et là on l'a vu, hein, pour les débuts du premier tour, il n'était pas titulaire, donc forcément je pense que face à un Embiid il aura plus de temps de jeu, mais attention, il pourrait très vite se prendre des fautes, et derrière la rotation des Celtics c'est pas non plus complètement folle, hein. Mike Muscala c'est pas mal, Luke Cornett c'est pas mal, Blake Griffin c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus, et attention, on a un Joel Embiid, s'il prend le dessus psychologiquement dès le match 1 ou 2, il pourrait faire de gros dégâts. S'il est bien servi par Harden, il pourrait à mon avis faire un chantier face à ces Celtics, sachant que s'il est bien trappé finalement, et cette défense de Boston, elle saura très bien faire ce qu'il faut pour le trapper, mais je trouve que lui aussi, il a progressé dans sa capacité à gérer les prises à deux, et à trouver les shooters qui, eux, attendront bien tranquillement pour dégainer sur des kick-outs. Donc les Sixers, en plus de ça, faut savoir, c'est l'équipe la plus à droite de la ligue cette saison à longue distance, ça pourrait bien servir pendant les playoffs, notamment dans une confrontation face à Boston, et donc voilà, ça reste un hot take, c'est sûr, parce que Boston serait clairement favori s'il y avait une confrontation entre ces deux teams, mais j'y crois. Donc voilà, maintenant c'est sûr, faut s'en rendre compte. Les Celtics, oui, s'il y a cette confrontation, je pense qu'ils ont de grandes chances de gagner, notamment par rapport à l'avantage psychologique qu'ils ont pris ces dernières années face aux Sixers. On sait aussi que stopper Jason Tatum et Jaylen Brown sur toute une série, ce sera une mission super compliquée pour n'importe quelle équipe de la ligue d'ailleurs. Cependant, voilà, même si les chances sont minimes, je me dis que si ces deux équipes passent au deuxième tour, cette année, ça pourrait être enfin la bonne pour les Sixers, en tout cas plus que toutes les autres, je pense, pour éliminer les Celtics des playoffs pour la première fois depuis plus de 40 ans, et surtout si on a un Embiid qui arrive à rester en bonne santé, un James Harden en forme, et on s'en rend compte quand ce duo, s'il arrive à se trouver, quel que soit l'adversaire, c'est peut-être un duo qui s'il est au top de sa forme, est capable de gagner une série à lui tout seul, hein, finalement. Donc James Harden a beau avoir la réputation d'être un choker en playoff, et c'est peut-être mérité, ça aussi. Joel Embiid aussi, même s'il a été beaucoup blessé à chaque fois, hein, et on les a assez vus, les images et les mèmes où il pleure face à Toronto, et voilà, il est peut-être temps de changer cette narrative du côté des Sixers pour cette équipe qui, en l'état en tout cas, vu l'âge qui avance de James Harden aussi, et vu que Embiid n'aura peut-être pas une saison qui va durer jusqu'à 45 ans, n'aura pas non plus 15 000 shots pour aller loin, pour aller au titre. Donc c'est peut-être maintenant ou jamais pour battre les Celtics. Et voilà, je me dis que finalement, il y a peut-être plus moyen que les autres années pour les Sixers. Donc voilà pourquoi c'est mon quatrième hot take. Philadelphie va éliminer les Celtics. Alors, mon hot take numéro 5 concerne Kevin Durant. Et comme vous le voyez, je dis qu'il scorera moins que Devin Booker. Donc que KD, à la fin des playoffs, ne sera pas le meilleur scoreur des Suns. Et ok, moi je trouve que là encore, on part dans un truc qui est compliqué à prédire et à affirmer totalement. Ici, je parle quand même de Kevin Durant, qui sort d'une saison 2022-2023 à 29 points par match, qui a déjà participé 11 fois à la post-season, qui a donc l'habitude des playoffs, et qui, il y a 2 ans encore, nous a sorti une campagne de playoffs à plus de 34 points par match avec Brooklyn. On s'en rappelle, cette campagne-là, c'était une dinguerie. Certains parlent de lui comme le scoreur le plus polyvalent all-time, et c'est vrai qu'il y a de quoi, hein, parce que KD, c'est un joueur qui, toujours à 33 ans, possède un vrai côté indéfendable. Le mec, en pull-up, il est capable de s'élever d'à peu près n'importe où sur sa moitié de terrain, et quelle que soit la défense, quelle que soit l'intensité des mecs qui sont en face de lui, avec sa
sa longueur, mais aussi avec sa rapidité d'exécution, son toucher, ses skills, son QI basket. Il a un côté complètement inarrêtable. Et clairement, bah oui, je vous apprends rien si je vous dis que je vous souhaite bon courage si vous voulez défendre sur Durant. Là, il vient d'arriver chez les Suns, et à Phoenix, évidemment, ça a été un tremblement de terre, parce que d'un coup, on l'a vu, la cote de l'équipe pour le titre, elle s'est complètement envolée à Vegas, et tout ça, c'est parce que tout le monde sait qu'avec un Kevin Durant en bonne santé, lui qui peut prendre tout un match, voire toute une série sur son dos, il va falloir se lever tôt pour sortir les Suns sur cette match. Donc même si au moment de ce live, bien sûr, ça je le savais pas vendredi quand j'ai fait ce hot take, mais peu importe, ça change pas grand chose, les Clippers ont remporté le Game 1. Là, le gars, moi j'ai l'impression que même si l'échantillon est faible, à Phoenix, il semble se sentir comme un poisson dans l'eau, et en fait il fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire jouer au basket et mettre des points, lui qui en saison 3 fois sur 8 avec les Suns, alors qu'il venait d'arriver, sans forcer, il a dépassé la barre des 30 points, les yeux fermés presque, juste parce que dans ces moments-là, il y avait besoin qu'il augmente son niveau de jeu, il y avait besoin qu'il apporte son scoring pour permettre aux siens de gagner, et ça a fonctionné, parce qu'en saison, avec les Suns, il est resté invaincu. Donc clairement, aucun manque de respect pour Devin Booker, pour DeAndre Ayton ou pour Chris Paul si vous voulez, mais depuis son arrivée à Phoenix, c'est désormais bel et bien Durant le meilleur joueur de l'équipe, c'est difficile de contredire ça. Et pourtant oui, dans ces conditions qui sont idéales pour qu'il continue à scorer beaucoup, je pense qu'il y a un monde où ce joueur, qui évidemment c'est un scoreur élite de chez élite, finira même pas meilleur scoreur de son équipe à la fin des playoffs. Pourquoi ? Parce que KD, chez les Suns, là il va pas jouer pour faire des stats. Lui il va jouer pour gagner, il va jouer pour obtenir une nouvelle bague, et son intelligence de jeu, elle est suffisamment importante pour qu'il s'adapte exactement et qu'il fasse absolument tous les sacrifices pour répondre à ce dont son équipe aura besoin pour aller loin. Et le truc c'est que chez les Suns, on a Booker, je crois, pour mettre des points. Lui, il est dans l'équipe depuis 8 ans, il vient de nous pondre une saison propre aussi, à 28 points par match, et qui en play-off ou dans les matchs importants, nous a déjà montré qu'il était capable de faire des dingueries. Même s'il a été dominé par Doncic l'année dernière, c'est difficile de critiquer Booker sur le niveau et le scoring qu'il est capable d'avoir en post-season. Et là, le truc, c'est que entre lui et KD, qui en termes de skills, tous les deux vraiment sont des monstres au scoring, les défenses vont devoir faire des choix. Et moi, je serai les défenses, c'est sur KD, je pense que je mettrai le maximum de focus. Le mec, il est plus expérimenté, il a plus prouvé aussi en carrière, et quand on regarde les noms sur le papier, dans ce roster de Phoenix, c'est sans aucun doute le sien qui fait le plus peur aux défenses et aux adversaires. Du coup, là, s'il est limité, est-ce que vous pensez qu'on a un Durant qui va forcer pour mettre ses points ? Moi, j'y crois absolument pas. Le mec, il est trop intelligent dans le jeu, il est vraiment trop fort, et partout où il est passé, même si constamment c'était lui le meilleur scoreur, c'est pour ça que pour moi ça reste un hot take, il a montré qu'il savait très bien évoluer avec d'autres stars, en jouant toujours dans le sens du jeu, quels que soient ses coéquipiers, mais même quels que soient ses adversaires. De plus, je me dis que chez les Suns, il arrive dans une équipe qui est pas la sienne, même si évidemment tout le monde va vouloir et va s'adapter, et s'adapte même déjà à lui dans la team, et qu'il y aura des systèmes évidemment qui lui permettront de scorer à mon avis assez facilement ses 25 points par match voire plus, mais je suis persuadé que tout le monde aussi va pouvoir profiter de la gravité qui peut provoquer dans ces playoffs, et là évidemment dans les gens qui vont profiter, je pense à Devin Booker. L'an dernier ça s'est vu en playoff avec un Chris Paul qui était bien souvent cantonné à un rôle de playmaker vu qu'il n'était pas forcément en réussite avec son scoring, on a un Booker qui soir après soir avait dû se taper le meilleur défenseur adverse. Ça l'a pas empêché de tourner à plus de 23 points par match, même s'il est capable de mieux, avec des pourcentages qui étaient quand même assez impressionnants, mais tout le monde savait qu'il était capable de marquer 3, 4, 5, 6 points de plus par match s'il voulait. Et sauf que c'était difficile parce que les défenses étaient vraiment focus sur lui. Cette saison, avec la présence de KD, moi je pense qu'il aura plus soucis, et vu que Booker, depuis l'arrivée de Chris Paul à Phoenix, a largement montré qu'il était aussi capable d'évoluer off-ball, je pense qu'il pourrait être le principal bénéficiaire de l'intelligence de jeu, de la gravité qu'il va provoquer aussi Durant, et des ballons que Chris Paul et que KD vont lui distribuer. Sur le premier match, il n'y a pas eu trop d'indices, là finalement il y a eu un match qui s'est joué, donc ok, on a vu les Suns qui ont perdu, mais on a vu un Durant qui a mis 27 points et un Booker qui en a mis 26 dans la défaite, donc on verra. Pour l'instant on sait pas du tout ce qui va se passer, donc maintenant attention, comme je disais, je pense que KD il va quand même au moins marquer ses 25 points par match, pour moi c'est un minimum pour lui. Je pense aussi qu'il aura des coups de chaud, qui peut faire des matchs à 35, pas loin même des 40 points, et quand il faudra prendre ses responsabilités en fin de match, il montrera qu'on peut compter sur lui très très fort. Cependant, vu que pour moi c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin que l'équipe soit construite autour de lui pour briller, tant ses qualités elles sont variées, et tant sa capacité d'adaptation est grande aussi, dans une équipe dans laquelle il vient d'arriver, dans laquelle il fera en sorte au maximum de s'intégrer et de jouer avec ses coéquipiers, je pense qu'il fera tous les efforts pour impliquer au maximum les autres, et notamment Devin Booker, qui je me dis, en profitant de ses qualités et de toutes les conditions favorables
favorables que je viens d'évoquer et qui se réunissent actuellement autour de lui pourraient bien nous livrer quelques énormes cartons dans cette post-season et finir finalement meilleur scoreur de sa team de Phoenix, même devant le scoreur légendaire qu'est Kevin Durant, quitte à ce que Booker force son talent quelquefois. Moi c'est là que je vois la différence, je pense qu'un Booker peut forcer et peut marquer des points même s'il n'a pas une adresse de ouf, alors que pourtant ça reste quand même un joueur efficace, tandis que KD lui ne forcera rien, et c'est pour ça que je pense que ça peut arriver. Donc après bien sûr c'est difficile de dire que ça arrivera à coup sûr vu le talent de Durant, mais moi je pense qu'il y a quand même un vrai monde dans lequel j'y crois fort, parce que si l'ailier prendra probablement en charge toutes les petites choses qui sont nécessaires pour gagner un match sur un terrain de basket, on a un KD qui peut défendre, qui peut faire des passes aussi, et qui peut justement briller plus par son QI basket que son scoring. On a un Booker qui lui devra principalement se préoccuper de mettre des buckets, de marquer des points, et ça pour moi ça peut faire la différence entre les deux hommes, et voilà pourquoi je pense que sur ce hot take, au final on aura un Booker qui scorera plus que KD à la fin de ses playoffs en moyenne par match. Donc je finis avec ce qui était ma plus grosse dinguerie, en tout cas à mes yeux, vendredi. Parce que même si les Kings ont réalisé une saison superbe, à la grande surprise de tout le monde d'ailleurs, et que ça leur a permis quand même d'obtenir la 3e place de l'Ouest, ben là ça se voit. Si on regardait les cotes des parieurs, malgré l'avantage du terrain que Sacramento a face à Golden State, ben beaucoup de monde voyait les Warriors vainqueurs au premier tour, et ça, beaucoup de monde encore les voit gagner au premier tour, malgré la win à domicile des Kings dans le Money Time au Game 1. Et au final, ça change pas tant que ça, parce que les Kings ont gagné à domicile, et peut-être que pour un seed 3 c'était attendu. Donc pour moi finalement cette victoire elle change pas non plus énormément de choses au fait que ça reste un hot take de voir ces Kings aller loin. Donc on peut le comprendre parce que les Warriors sont favoris, parce qu'on parle quand même de l'équipe qui est championne en titre, et quand on voit le vécu collectif de cette team, qu'on voit que le trio Curry, Thompson, Green, il a déjà remporté 4 titres ensemble, et qu'on voit qu'en playoff ces gars-là ils se trouvent hyper bien constamment, ou encore qu'ensemble au complet ça fait des années qu'ils n'ont pas perdu une série, oui c'est finalement logique que les Warriors soient favoris à la base, je trouve, dans ces playoffs malgré le désavantage du terrain. Sauf que moi dans ma prédiction, je dis pas juste que les Kings vont battre les Warriors, non, je vais jusqu'à dire que les Kings vont aller jusqu'en finale de conférence, c'est-à-dire enchaîner en battant les Warriors et en sortant ensuite le vainqueur de la série Grizzlies-Lakers. Peut-être les Lakers d'ailleurs si mon premier hot take du jour se confirme. Donc là ça voudrait dire non seulement réaliser un superbe exploit contre les Warriors, parce que je pense que ce serait un superbe exploit de les sortir au premier tour, mais en réaliser un autre deuxième tour, parce que battre les Grizzlies ou les Lakers pour les Kings, je le rappelle, même s'ils ont le seed numéro 3, pour moi ça resterait un exploit, et réaliser 2 exploits de suite, avouez-le, ça peut sembler peu probable à la base. Ajoutons à ça, et ça pour moi ça peut justement ajouter beaucoup d'incertitude à cette prédiction, c'est que cette équipe a quand même de très gros soucis défensifs, alors qu'on sait qu'en playoff, l'attaque c'est beau, mais c'est souvent la défense qui fait gagner les matchs, et des doutes, mine de rien, ça en fait pour cette équipe de Sacto, quand on voit le bracket en plus, et la difficulté du parcours potentiel qu'il pourrait avoir jusqu'au final de conférence. Et pourtant je me dis qu'il y a quand même un truc avec cette team, un truc que j'aime beaucoup et qui me donne envie d'être optimiste, au vu du vent de fraîcheur qu'elle apporte dans la ligue en fait. Les Kings ont beau avoir seulement la 25e meilleure défense de la ligue, ce qui est assez catastrophique, mais ils ont eu la meilleure attaque cette saison, et même la meilleure de tous les temps si on observe le offensive rating, et au final vous connaissez, même si ça se matérialise moins souvent en playoff, si t'encaisses 133 points, il suffit d'en mettre 134 finalement, et ça les Kings peuvent tout à fait le faire. Mais plus que ça, moi ce que je veux soulever, plus que l'attaque qui est excellente du côté de Sacramento, c'est l'énorme cohésion qui semble régner dans ce groupe. Mike Brown au coaching, il a fait vraiment un travail de fou furieux. Franchement je l'attendais pas, toutes mes excuses à Mike Brown que je critiquais en début de saison et je disais que c'était un mauvais choix pour Sacto, là je me suis planté à 100%. Il a fait des choix, il a baissé les minutes de ceux qui n'acceptaient pas leur rôle, coucou Richan Holmes, et il a construit un costume complètement sur mesure à tous les joueurs qui étaient prêts à se battre pour l'équipe, en les responsabilisant à fond, en leur faisant confiance et en les mettant pile dans le rôle qui était fait pour eux, parce que oui c'est Kings, évidemment, c'est avant tout De'Aaron Fox, un meneur-scoreur hyper clutch qu'on connaît, c'est aussi Domantas Sabonis, qui brille complètement dans son rôle de rebondeur et de facilitateur, lui qui est le meilleur passeur de l'équipe en tant que pivot, ce n'est pas rien quand même, mais cette team c'est aussi tout plein d'autres petites choses qui comptent et qui sont vachement importantes pour moi, parce que il faut y ajouter les très bons shooters que sont Kevin Huerter et Keegan Murray, il faut y ajouter aussi l'homme à tout faire qui est Harrison Barnes, le 6e homme dynamiteur qui est Malik Monk, et même tous les guerriers derrière qui composent l'effectif, qui sont prêts à se battre jusqu'à la dernière goutte de sueur pour cette équipe, parce que là ça sent, les gars ils veulent gagner, mais ils veulent se sacrifier pour cette team, parce que cette team elle a du sens pour eux, et c'est un vrai groupe qui a envie d'aller de l'avant et qui agit en tant que groupe plutôt qu'en somme d'individualité. Moi j'adore ça, les pièces du puzzle, bien sûr que déjà elles sont qualitatives, mais ce que j'apprécie encore plus, c'est comment Mike Brown il a réussi
réussi à les associer ensemble, et quand je dis que l'alchimie est folle, ben, je pense pas me tromper. On le voit sur le terrain, les mecs sourient entre eux. L'attitude des joueurs en tant que groupe qui est soudée, et je la trouve très très positive. Et la nouvelle identité Light the Beam, là, avec le rayon qui part au-dessus du Golden One Center, ben, ça plaît à tout le monde, c'est magique, et ça apporte encore un petit truc, je trouve, à cette équipe, un petit avantage finalement, cette cohésion de fou. Et donc ouais, ça se voit, ça s'entend, cette équipe elle marche bien ensemble, mais en plus de ça, je trouve qu'elle est travailleuse, elle a des ambitions, ça se voit, on veut pas juste se satisfaire d'une qualification en playoff, même si ça aurait pu suffire. Enfin, les fans de Sacramento, ils sont contents de ça fait 17 ans que c'est pas arrivé là dans le nord de la Californie, mais là ils en veulent plus, hein, et les joueurs, ça s'est vu au match 1, et peut-être que ça se verra encore plus au match 2, que les gens du best-of de YouTube, eux, auront la chance d'avoir vu, mais je trouve que malgré leur manque d'expérience à ce niveau-là de la compétition, les Kings, ils sont clairement pas en playoff pour faire de la figuration. Quand on les entend parler, que ce soit Mike Brown ou que ce soit les joueurs, on le voit, ils pourraient juste être euphoriques par rapport à ce qui leur arrive, ils pourraient être même impressionnés par rapport aux playoffs, mais non, en fait, ils ont un discours qui est accordé, vraiment, et plutôt que de se réjouir de cette saison qui a été étincelante, non, ils continuent à vouloir taffer, à avoir un gros mental de dur, en parlant de ce qu'il faut bosser, des points sur lesquels il faudra progresser pour aller encore et encore de l'avant. La défense, bien sûr que c'est un problème majeur dans cette équipe de Sacramento, mais c'est pareil, c'est peut-être pas non plus rédhibitoire. J'ai beaucoup aimé comment en fin de saison, on a un Mike Brown qui utilisait de mieux en mieux la défense de zone, qui se base bien plus sur la faculté à agir ensemble en tant qu'équipe que sur les qualités défensives individuelles, et ça, au vu de tout ce que j'ai évoqué avant, au vu de la cohésion, au vu de l'alchimie, je trouve que ça correspond parfaitement à cette team de Sacramento. Défendre en zone en restant soudé, finalement peut-être que ça peut limiter la casse. Je dis pas que Sacramento sera une top défense, mais limiter la casse avec un système comme ça peut. Moi je veux ajouter à ça aussi l'ambiance qu'il y a au Golden One Center, avec des fans qui sont tellement heureux d'être là, tellement heureux de voir les Kings à ce niveau-là de la compétition, que oui, je compte sur eux pour mettre une ambiance de fou, pour motiver l'équipe à chaque fois qu'elle jouera à la maison. Et ça, ça s'est confirmé au match 1, et ça pourrait gêner les Warriors, surtout quand on voit la difficulté qu'ont eu les hommes de Steve Kerr cette année à s'imposer à l'extérieur. Donc je me dis que oui, les Kings ont un vrai coup à tenter face à Golden State au premier tour, et que si ça passe, là sky is the limit, ils peuvent être portés par leur cohésion, ils pourraient être encore plus poussés vers l'avant, encore plus envie d'aller vers le haut, et faire une espèce de parcours de rêve pour passer encore un autre tour, et finalement accéder au final de conférence. Moi je suis de ceux qui pensent que dans le sport collectif, le groupe est bien plus important que les individualités, et j'espère que vous êtes nombreux comme ça aussi, et je me dis que cette année dans ses rangs, cette Beam Team, elle a largement de quoi le prouver. Et donc si individuellement on a un De'Aaron Fox qui continue à délivrer sa team avec les énormes shoots qu'il est capable de rentrer dans les money time, il faut s'en rendre compte, si en plus de ça gère bien les moments clutch, je me dis que malgré leur inexpérience, ces Kings, ils pourraient être finalement très difficiles à prendre, vu comment ils agissent en tant que groupe, et voilà. Puis en plus ce hot take, j'en ai envie parce que je trouve que cette équipe, au vu de tout ce qu'elle a connu, et au vu de ce qu'elle montre en plus cette année, elle mérite vraiment d'aller loin. Épilogue. Si on fait le bilan, justement, de tous ces hot takes, à chaque fois, où j'ai pris en compte tout ce que vous m'avez dit, à chaque fois, les modos, vous demandez si ce hot take avait toutes les chances d'arriver, avait beaucoup de chances d'arriver, avait peu de chances d'arriver, ou avait aucune chance d'arriver. Bien sûr, là, on a fait exprès de pas mettre de 50-50, ça peut arriver, mais ça peut pas arriver, parce que dans ce live, je me suis mouillé, et il fallait que je le fasse aussi. Et donc, je vais vous livrer le classement de ce que ça donne. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour vous, et ça forcément quand on a vu le match 1 des playoffs, celui qui a le moins de chances d'arriver, c'est que Trae Young finisse meilleur scoreur des playoffs. Et effectivement, avec son premier match à 16 points, avec une série face à Boston qui pourrait ne pas durer longtemps, avec son adresse qui est catastrophique et sa difficulté à trouver des solutions, j'avoue que vendredi je me disais que j'y croyais un peu, un monde où ça arrive, mais là aujourd'hui j'y crois de moins en moins. Peut-être que si on additionne point plus passe, il peut être le meilleur du classement point plus passe encore aujourd'hui, il y a peut-être une petite chance. Mais là-dessus, non, c'est compliqué. Vous étiez quand même 1%, ou tu étais 1%, je pense qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait voté, à penser que ça avait toutes les chances d'arriver, 9% à penser que ça avait beaucoup de chances d'arriver, 20% peu de chance, et 70% d'entre vous disaient que ça avait aucune chance que ça arrive. Et je comprends, ça c'est vraiment un très hot take, et si ça arrive, je serais vraiment très 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 surpris moi aussi. Je disais en début de live que je serais content s'il y en avait 1 sur 6 qui était bon, c'est pas sur celui-là que je parierais le plus aujourd'hui. Ensuite, viennent les Knicks. Et ça, donc c'était les Knicks vont faire un super parcours. En gros, ça veut dire les Knicks vont au moins au deuxième tour et font une série en 6 ou 7 matchs au deuxième tour. Ça, vous étiez 7% à dire qu'il n'y avait aucune chance que ça arrive. Donc personne
Enfin, il y avait peu de monde quand même d'entre vous qui disaient qu'il y avait que peu de chance, enfin, qu'il y avait aucune chance. Par contre, vous étiez 59% à peu y croire. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en 5e aujourd'hui. Donc 59% de chance à dire non, quand même, les Knicks qui vont en 6 ou 7 matchs au deuxième tour, c'est compliqué. Vous étiez quand même 30% de chance, 30% à dire qu'il y avait beaucoup de chance, et 5% à dire qu'ils avaient toutes les chances d'en arriver là. Ouais, alors moi celui-là j'y crois encore, à voir, franchement je pense que ça peut être un hot take qui se réalise. Quoi qu'il en soit, celui-là c'est soit peu de chance, soit beaucoup de chance, mais entre vous il n'y en avait pas beaucoup qui disaient aucune chance ou toutes les chances. Donc à voir, en tout cas celui-là à diviser, mais il y en a beaucoup de toute façon qui ont beaucoup fait parler, beaucoup débattre, et c'est pour ça que je trouvais ce live super intéressant. Ensuite viennent les Kings, qui pour vous est le 3e moins probable. Et là c'est marrant parce que c'est vraiment du 50-50. Vous étiez 6% à dire qu'ils avaient toutes les chances d'aller en finale de conférence, mais 6% aussi à dire qu'ils avaient aucune chance d'aller en finale de conférence, et les autres votes c'était pareil, 44% à dire qu'ils avaient beaucoup de chances d'aller en finale de conférence, et 44% à dire qu'ils avaient peu de chances d'aller en finale de conférence. Donc celui-là apparemment vous lancez une pièce en l'air, et vous aurez pile ou face, vous aurez le résultat pour les Kings. Donc ça reste un tiède take qui est peut-être pas si haute que ça, mais moi je me dis si les Kings vont en finale de conférence, ça restera quand même une très belle surprise. Vient ensuite KD, qui ne finira pas meilleur scoreur des Suns, et donc qui finira derrière Booker en termes de moyenne de points marqués par match. Là vous étiez 13% à dire que ça n'avait aucune chance d'arriver, donc 13% à penser que quoi qu'il arrive KD marquera plus de points que Booker, 31% à dire qu'il y avait que peu de chance, et là vous étiez 53% quand même, donc plus de la moitié à dire que finalement il y avait beaucoup de chances que Booker score plus que KD, et 3% même qui disent que c'est même sûr que Booker score plus que KD. Donc ce hot take est finalement pas si chaud que ça. Moi je trouve que c'est peut-être pas si évident que ça, parce que je suis quand même persuadé qu'on a un Durant qui, quand il va falloir marquer des points, il sera capable de le faire. On verra ce que ça dit, on fera le bilan à la fin des playoffs, hein. Je reviendrai peut-être sur un live Twitch sur mes hot takes. En tout cas celui-là vous pensez qu'il peut prendre place, et si vous pariez sur un, il fait partie des mieux classés. Mais un des mieux classés, et ça aussi ça m'étonne, les Sixers, en fait vous êtes nombreux à penser qu'il y a un vrai monde où ils éliminent les Celtics, et que c'est pas tant un hot take que ça. Bon après ça aussi ça a divisé parce qu'il y a eu des votes à tous les étages. 14% d'entre vous sont persuadés que s'il y a une confrontation entre les Sixers et les Celtics vont gagner. À l'inverse, 18% sont persuadés que les Sixers n'ont aucune chance. Donc vraiment il y a eu beaucoup de votes à tous les étages. Après par contre c'est là que ça fait la différence, vous êtes quand même 48% à penser qu'il y a beaucoup de chances que les Sixers battent les Celtics, donc si on additionne ça avec ceux qui pensent que c'est certain, ça fait quand même 62% d'entre vous qui pensent que les Sixers vont battre les Celtics en cas de confrontation au deuxième tour, et 20% qui pensent qu'il y a peu de chance. Pour moi, quand on connaît l'historique des deux équipes, ça reste peu probable, je suis persuadé que les Celtics sont favoris, mais selon vous, pas tant que ça, et ça me surprend, et voyons ce que ça donne. J'ai hâte de voir s'il y a une série, en tout cas entre les Celtics et les Sixers, de voir ce que ça dit, et de voir qui a raison, et de voir si ce hot take se réalise. Et enfin, celui auquel vous croyez le plus, et ça je le comprends, hein, ça aussi c'est un petit peu comme Trae Young, je m'attendais à ce qu'il se retrouve à la fin, et celui-là je m'attendais à ce qu'il se retrouve au début, d'autant plus quand on a vu le match 1 et la blessure de Ja Morant qui pourrait l'empêcher de jouer au match 2, ouais forcément les Grizzlies pourraient être choke au premier tour, et quand je dis choke, ça veut pas dire se faire éliminer, c'est ce que je disais, ça veut dire perdre en 4 ou 5 matchs. Et là vous êtes 15% à dire que ils ont toutes les chances en tout cas de perdre en 4 ou 5 matchs. Vous voyez pas un monde où ça n'arrive pas. Vous êtes 57% à dire qu'il y a beaucoup de chances qu'ils perdent en 4 ou 5 matchs. Donc finalement les Grizzlies vous y croyez peu. 26% qu'il y a peu de chances que les Grizzlies perdent au premier tour en 4 ou 5 matchs. Et seulement 2% qui pensent qu'il n'y a aucune chance que les Grizzlies perdent en 4 ou 5 matchs. Donc quand on voit ça, on le voit bien en tout cas dans vos votes que les Grizzlies ne sont pas du tout favoris. Moi je dis attention, méfiez-vous de Lokidor. Cette équipe on la connaît. Elle en a vécu des choses difficiles. Et pour moi, même si vous y croyez peu, ça reste un hot take. Parce que cette équipe, je pense qu'elle en a dans le ventre, elle a un sacré coach, elle a du vécu collectif, elle a montré plusieurs fois qu'elle pouvait rebondir en cas de déconvenue, et à voir. Je pense que Ja Morant pourra revenir à un moment dans la série aussi, mais même sans Ja, cette équipe elle a du cœur, et pour moi ça reste quand même un hot take, même si c'est celui auquel vous croyez le moins. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'était super intéressant de parler de ça avec vous. J'ai l'impression de m'être mouillé, en tout cas dans le chat apparemment certains l'ont confirmé. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Voilà mes prévisions, on fera le bilan, et comme je disais, si j'en ai 1 sur 6, allez maintenant on va passer 2 sur 6, c'est mon objectif. 2 sur 6, je serai quand même super content. Il n'y a plus qu'à observer les playoffs, kiffer, et voir ce qui se passe maintenant ou pas par rapport à ces hot takes que je viens de vous livrer.
Voilà pour ce qui est de mes hot takes des playoffs 2023 en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Quelle est la prédiction pour vous qui a le plus de chances d'arriver? Et quelle est celle qui a le moins d'arriver? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. On se rappelle aussi que si on veut parier, prudemment bien sûr, et en se faisant plaisir, c'est sur TheBet qu'il faut aller, avec mon lien que vous trouverez dans la description, et avec mon code promo, c'est super important. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces vers le haut, et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant, le watch time et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Vous êtes le sang, vous me soutenez à fond depuis le début, ça apporte énormément de force pour continuer mes projets, alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or, là encore, toutes les infos seront dans la description. À très vite.